De la petite gêne aux complications, certaines maladies peuvent être imprévisibles si elles sont négligées. Le cas de l'angine. Mon enfant a une angine, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Bienvenue à tous. Au sommaire, le casse-tête dans la rue. Les parents répondent à nos questions sur le sujet du jour. Dans la cuisine, miam miam avec Maman Élise ou l'art de faire de bons petits plats à petit prix. Et donc, cette rubrique dans l'émission où vous avez la possibilité de poser toutes nos questions à notre spécialiste. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. Vous pouvez, si vous le voulez, partager ces vidéos avec nous. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook de l'émission Sacrés Parents. Si vous voulez faire partie de la grande famille Sacrés Parents, voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Pommes sautées au poisson, c'est ce à quoi nous aurons droit aujourd'hui dans la rubrique Miam Miam. Bon, je peux te laisser, Maman Élise. Oui, Tina. Je peux aller présenter. Tout à fait. Ou bien tu veux que je t'aide. Je m'en vais de ce pas présenter nos charmants invités, ceux-là qui participeront avec nous à cette émission. Mon enfant a une angine, c'est le thème du jour. Je vais dire un bonjour spécial à Zobel, le papa de Max. Bonjour Zobel et bienvenue. Bonjour Tina et bonjour à tous les téléspectateurs de ce programme. De Sacrés Parents. Voilà, Sacrés Parents. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. À côté de toi, le docteur Gaël Biliga, médecin généraliste, à qui on souhaite également la bienvenue et qu'on remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. Alors, bonjour et merci Tina, bonjour aux téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Les présentations sont faites, on va s'arrêter parce qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, on va bien sûr suivre le casse-tête et se retrouver juste derrière. Bon, à la maison, quand moi je suis en angine chez mes enfants, je chauffe de l'eau, je mets un peu de sel, je les demande de boire l'eau tiède. Bon, l'angine, en général, l'angine se soigne traditionnellement. Mais comme maintenant la médecine a un peu évolué, on peut prendre du maloxyde accompagné du Augmentin. Comme moi je l'avais, en fait, j'avais l'angine et moi je l'ai pris. Je l'ai suivi ce traitement par un médecin et vraiment ce traitement était efficace. Donc je n'ai jusqu'à présent, je n'ai plus ressenti, je n'ai plus de séquelles d'angine. Bonsoir, l'angine, a fait le bon traitement de l'angine, ça à l'indigène. Bon, pour moi, selon ce que je connais, c'est tu prends un verre d'eau avec du charbon qui chauffe, tu fais un mélange, tu bois. Ça n'a pas de connaissance là-bas. Fièvre, difficulté à avaler tout aliment solide ou liquide, maux de gorge, amygdale gonflée et parfois diarrhée chez les enfants, les signes sont nombreux. Et même si, dans certaines familles, comme nous pouvons le constater, l'on s'engage dans des traitements faits maison, dits traditionnels, précisons que l'idéal serait de se rendre dans une formation sanitaire dès les premiers signes d'angine. Savoir de quel type d'angine souffre notre enfant, parce qu'il y en a plusieurs, est bénéfique pour un bon suivi, mais surtout un traitement approprié. Rien de grave, ce n'est qu'une vulgaire angine, formule très fréquente dans la bouche des parents par rapport à leur enfant et qui est malheureusement lourde de conséquences. L'angine, une maladie fréquente chez l'enfant, est communément qualifiée d'anodine. Pourtant, une infection des amygdales peut s'avérer fatale. En effet, les complications pouvant résulter d'une angine mal soignée ont de quoi donner des sueurs froides. L'angine, sous toutes ses formes, nous en parlons dans cette émission. C'était donc le casse-tête. Comment traitez-vous l'angine à la maison? On l'a vu, les avis sont divergents. Chacun a ses méthodes. Nous sommes de retour sur ce plateau et je vais directement me retourner vers le spécialiste, vers vous, au docteur Gaël Biliga, pour vous poser cette première question. Bien entendu, qu'est-ce qu'une angine? En fait, une angine est une inflammation de la gorge qui peut être associée ou non à une tuméfaction des amygdales. Voilà.
Donc les amygdales, c'est des petits organes situés à l'arrière de la gorge et qui peuvent être tuméfiés, inflammés dans les cas d'angine ou non. Et dans les cas où elles sont tuméfiées, de façon isolée, on parle d'amygdalite. Lorsqu'elles sont associées à l'arrière-gorge aussi, on parle de pharyngoamygdalite. Voilà. Ok, on va y aller doucement, hein, docteur. D'accord. Pharyngo-amygdalite et tout ça. Voilà. On va expliquer tout ça bien calmement. Donc, on a bien sûr parlé de la définition de l'angine, mais il existe plusieurs types d'angines. Oui, on les distingue surtout selon la cause. Voilà. Elles sont soit virales, soit bactériennes. Mais la plupart des angines sont d'origine virale, c'est-à-dire 60 à 75% sont d'origine virale. Voilà. Donc, elles sont liées à... Elles se contractent par les voies aériennes. Voilà. D'accord. Zobel, tu es papa d'un petit garçon. Quel âge il a aujourd'hui? Il a 1 an, 8 mois plus précisément. Max, il s'appelle... Max Ariel. Max Ariel, on va faire un coucou à Max Ariel à la maison. Est-ce que tu as déjà été touché de près ou de loin, hein, même si ce n'est pas Max, par l'angine? Est-ce que tu connais cette maladie? Bien sûr, dire que personne ne saurait dire aujourd'hui qu'il ne sait pas ce que c'est que l'angine. En tout cas, beaucoup de personnes l'ont souvent contracté auprès de moi. Et comme le spécialiste le rappelait tout à l'heure, le docteur, c'est une maladie un peu compliquée pour certains quand même. Parce que quand on a de l'angine, c'est parfois compliqué de manger ou avaler de la nourriture ou même encore de l'eau. Donc plusieurs personnes autour de moi ont souvent eu à contracter cette maladie. Mais maintenant, chacun la traite parfois selon ses moyens, selon ses méthodes, quoi. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui, bien sûr, on va y revenir. Donc, on parle de l'angine, bien sûr, chez les enfants. Si c'est une maladie difficile à supporter, chez les enfants, on comprend que c'est encore plus difficile. Docteur, quels sont les symptômes même de l'angine? Est-ce que le mal de gorge seul est un symptôme de l'angine? Non, le mal de gorge est le principal motif de consultation. Donc, c'est le principal symptôme qu'on a en consultation. Mais à cela s'associe une difficulté à avaler les aliments, solides ou liquides. En plus, il y a des signes généraux qui sont la fièvre, une fatigue, une perte d'appétit. Donc voilà à peu près, et même une toux sèche, une petite toux sèche peut aussi être associée. Et chez les enfants, on peut avoir des signes digestifs. Chez les tout petits, on peut avoir des diarrhées ou des vomissements. Jusque-là? Oui, jusque-là. Donc, devant des diarrhées chez un enfant, on va inspecter l'arrière-gorge. On n'est pas à l'abri d'une angine. Voilà. Ah, d'accord, c'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Et l'angine virale et l'angine bactérienne, les deux, est-ce qu'elles se manifestent au niveau symptomatique de la même façon? Bon, l'angine virale et celle liée aux bactéries, celle due aux bactéries, elles ont des manifestations communes, mais elles ont quelques petits symptômes qui les distinguent l'une de l'autre. Voilà. Les angines virales sont souvent associées à un rhume. On peut avoir une notion d'écoulement nasal, d'éternuement, de toux sèche. Par contre, l'angine bactérienne, elle a les autres signes qu'on a cités, c'est-à-dire les signes généraux, le mal de gorge, mais n'est pas toujours associée aux signes de rhume. Voilà. D'accord. Zobel, toi, quelle est l'expérience que tu as de l'angine? C'est vrai que tu n'es pas technicien, tu ne peux pas savoir s'il s'agissait d'une angine bactérienne ou d'une angine virale, mais quelle est l'expérience même que tu as avec l'angine? En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas encore eu à contracter la maladie, mais autour de moi, j'ai eu quand même certaines personnes qui ont été victimes et leur mode de traitement. De manière traditionnelle surtout, parce que parfois ça peut arriver, c'est une maladie qui arrive parfois quand on ne s'attend pas. Tu peux te réveiller un matin et du coup tu as un sérieux mal de gorge. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait en ce moment-là? De manière traditionnelle, j'ai souvent appris de ces personnes qui ont souvent souffert de cette maladie. Le matin, tu peux te réveiller, dire que tu allumes ton feu de bois et, et puis tu recueilles un peu du charbon. Tu prends un verre, tu lances ce charbon encore très chaud dans l'eau et puis tu bois. Ça, c'est Maman Elise qui va nous dire. C'est une façon un peu
traditionnelle. Donc c'est comme ça que tu fais boire le charbon aux gens quand ils ont l'angine. Oui, mais ça c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode un peu traditionnelle de traiter cette maladie-là. C'est un peu comme ça, c'est un peu ces expériences que j'ai reçues de ces personnes qui en ont souvent souffert. Oui. Ça marche, maman Élise, le charbon? Oui, mais ça marche. C'est l'une des méthodes qui marche. Explique-moi. À défaut, quand on avait encore les nattes, les toits de nattes, les toits de maison faits en nattes. Oui. On prenait la natte, on la brûlait et on mélangeait avec de l'huile de palme et ça guérissait aussi. Ah bon? En tout cas, on guérit selon sa croyance. Hein. Tant qu'il y a le résultat, c'est bon. Ok, le résultat qui est souvent psychologique. Quand on, c'est quels symptômes qui faisaient en sorte qu'on donne ces médicaments aux enfants? Est-ce que c'était juste le mal de gorge ou il y avait tout ce que le docteur a cité parfois, les fièvres et tout ça? Quand je parle de comment ça se faisait traditionnellement, ça veut dire que de façon traditionnelle, ils avaient aussi leur façon de diagnostiquer, de voir. Ah d'accord. C'est bon à savoir. Le docteur a parlé de quelque chose d'intéressant tout à l'heure, la contraction de la maladie par voie aérienne. On n'a pas très bien compris ce que cela voulait dire. C'est simple en fait, c'est dans l'air que nous respirons que se trouvent les virus et c'est en respirant qu'on peut les aspirer à travers les narines et ces virus vont se loger dans l'arrière-gorge en passant par les fosses nasales, d'accord? Et c'est comme ça qu'elles vont infecter l'arrière-gorge, pour ce qui est des angines virales surtout. Oui. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul enfant qui est à l'abri de l'angine? Non. On n'est pas à l'abri. Est-ce qu'il y a un certain âge auquel les enfants sont le plus exposés à cette maladie? Oui, on a une plus grande recrudescence des angines à partir de 2 ans. À partir de l'âge de 2 ans. Parce qu'en fait, c'est à cette période-là que les amygdalites dont on parlait tout à l'heure deviennent fonctionnelles. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à jouer leur rôle, qui est de produire des cellules de défense en cas d'infection. Donc c'est à partir de cet âge-là qu'on a le plus souvent des angines. Voilà, les amygdalites dont on parlait tout à l'heure et que voilà, je disais qu'il fallait qu'on revienne dessus. Les amygdalites, est-ce que c'est cette partie du corps qui est attaquée par l'infection? Si oui, comment est-ce qu'elle est attaquée comment le virus, du moins, agit sur les amygdalites? Ouais, c'est aussi simple, c'est comme on a dit tout à l'heure, vous respirez, vous aspirez les germes et ils vont se loger au fond de votre gorge. Et vu qu'à ce niveau se trouvent les amygdales dont on parlait, elles s'infectent, c'est des microbes en fait. Ça infecte tout naturellement le site où ils se trouvent. D'accord. Voilà. Depuis que Max est né, est-ce que Zobel, on t'a déjà sensibilisé au sujet de l'angine, puisque entendre parler le docteur, c'est généralement aussi un problème d'hygiène de vie. On va en parler tout à l'heure de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on t'a déjà parlé ou alors sensibilisé par rapport à ton fils au sujet de cette maladie? Oh, pas vraiment. Hein. Et le docteur le rappelait tout à l'heure, c'est souvent à partir de 2 ans, si j'ai bonne mémoire, que l'on est exposé à la maladie. Bon, peut-être parce que Max n'a pas encore 2 ans, qu'on n'a pas encore été sensibilisé sur la question. Disons que la sensibilisation en ce qui concerne l'angine n'est pas aussi forte que les autres maladies qui touchent le plus souvent les enfants. A dit que jusqu'ici, peut-être on nous a parlé d'autres choses à l'hôpital, comment prévenir telle ou telle autre maladie. Mais pour ce qui est de l'angine, pas encore vraiment. Oui. On n'a pas encore été sensibilisé sur la question. Maintenant que je suis un peu informé à travers le docteur, je pense que maintenant on saura quoi faire. D'accord. Pourtant, docteur, l'angine n'est pas une maladie négligeable, hein, même si on n'en parle pas trop souvent. Mais pas du tout alors, surtout pour les enfants. Parce qu'une angine, si elle est mal prise en charge, peut entraîner de graves complications. Je dis bien de graves complications. Ça va des complications cardiaques, parce que l'angine est une infection, surtout les angines bactériennes. On peut avoir des complications cardiaques, on peut avoir des complications articulaires, un rhumatisme chez les enfants, chez les plus jeunes. On peut avoir une maladie rhumatismale d'origine infectieuse. Oui. On peut avoir des complications rénales.
Donc cette infection va aller se loger au niveau des reins et voilà. Donc on peut avoir de graves complications. Je suis un peu étonnée, Maman Élise, de tout ce que l'angine peut apporter comme complications, parce que c'est une maladie que moi j'ai quand même vécu de très très près. Alors, est-ce que l'angine est contagieuse? Est-ce que c'est une maladie contagieuse? Si oui, comment est-ce que ça se passe? L'angine est une maladie contagieuse. À l'occurrence, l'angine d'origine virale. Voilà. Vu qu'elle se contracte par les voies aériennes, lorsque un enfant est porteur de l'angine, il pourrait contaminer un autre ou même un adulte par contact intérieurement à travers les baisers, à travers le toucher, à travers le partage des objets communs. Par exemple, vous avez un enfant qui a ses jouets, il est atteint d'angine, et puis il y a un autre enfant qui joue avec les mêmes jouets. Ou même vous, l'adulte, vous avez une angine, vous touchez les jouets de bébé, et sans les nettoyer, le bébé va venir jouer avec ces objets et contracter l'infection. Voilà. Donc oui, elle est contagieuse, l'angine. Maman Élise, est-ce qu'en faisant les traitements d'angine traditionnels, est-ce qu'on s'arrangeait à ce qu'autour les gens soient aussi traités? Est-ce qu'on savait même déjà que c'était une maladie contagieuse? Parce que moi, j'apprends à l'instant que c'est une maladie contagieuse. Alors, honnêtement, je n'ai pas vécu un patient souffrant de l'angine de près. Oui. Mais je ne sais pas si on prend les précautions d'éloigner les autres. Ou de faire boire le charbon à tout le monde. Ah. Mais toi, non, le charbon, il n'est pas préventif, il est curatif. Il est curatif. Oui. Merci, Maman Élise. On va rappeler à ceux qui nous rejoignent à l'instant qu'ils sont sur Sacré Parents. Mon enfant a une angine. C'est le thème du jour. Nous allons bientôt rentrer dans la deuxième partie de l'émission Docteur. Mais avant, on va s'arrêter pour la question des internautes. Ce moment où vous, téléspectateurs, avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste. Il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission sur Facebook en tapant Sacré Parents. On se retrouve juste après EDOC. Et donc, est-ce nécessaire d'avoir recours à l'enveloppement humide pendant un traitement de paludisme, de palu? L'enveloppement humide, c'est le fait de tremper une serviette propre dans de l'eau froide et d'envelopper le petit avec. Donc, oui, il est bon d'utiliser un enveloppement humide pour faire baisser la fièvre. En général, même, il est recommandé d'envelopper l'enfant quand la fièvre est inférieure à 38,5 degrés Celsius. Donc, quand votre petit fait de la fièvre, vous prenez sa température et lorsqu'elle est inférieure à 38,5, vous faites l'enveloppement humide tout simplement. Oui. On prend l'antipyrétique, donc le médicament pour faire baisser la fièvre, uniquement quand la fièvre est supérieure à ce chiffre-là, 38,5. Donc oui, il est bon d'envelopper les petits en cas de fébricule. Pour éviter de faire un surdosage de médicaments. Oui. Parce que des fois, si on peut éviter, tant mieux, quoi. Les mamans paniquent, je lui ai donné le médicament, mais il chauffe toujours, on en redonne et tout. Après, et l'enveloppement humide aide aussi lorsque vous avez donné le médicament à 1 heure et que l'écart entre les 2 heures n'est pas encore dépassé. Parce que en général, la prise d'antipyrétique, entre 2 prises, c'est environ 6 heures de temps. Si on est encore dans l'intervalle des 6 heures et que la fièvre remonte, oui, on enveloppe le petit. D'accord. Voilà, je pense que cet internaute sera satisfait. On va rentrer dans notre sujet du jour. On va continuer de parler de cette angine. Tout à l'heure, on a évoqué la manière par laquelle on contractait la maladie. Et maintenant, on va parler des complications post-infectieuses. Vous avez dit tout à l'heure, docteur, que la maladie pouvait attaquer certains organes du corps. Comment est-ce que cela se produit? Lorsque vous contractez votre angine,
En fait, là, on parle surtout des angines bactériennes. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé des angines virales. Là, les angines qui sont responsables de ces complications dont j'ai parlé tout à l'heure sont des angines d'origine bactérienne. Et il y a un type de bactérie qui est incriminé, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Voilà, c'est cette bactérie-là qui va se diffuser à travers le sang. Vous savez, le sang fait le tour du corps et aller se loger préférentiellement vers les articulations, les membranes du cœur ou les reins, dans la partie du rein qui s'appelle le glomérule. Et ces bactéries vont l'infecter. Voilà. Donc on pourra avoir ces complications rénales, cardiaques ou articulaires par voie hématogène, donc par voie sanguine. Rénal, cardiaque ou articulaire, Zobel, on en apprend, hein. C'est grave, hein, l'angine rénale, j'ai envie de noter. J'ai quand même une question à poser au docteur, Oui. parce que je sais qu'après la naissance, il y a toute une bactérie de vaccins que l'on conseille pour les tout petits. J'aimerais savoir, est-ce que, docteur, dans ces multiples vaccins, il n'y a pas de vaccin préventif contre l'angine à l'intérieur dans toute cette batterie de vaccins? En général, dans les vaccins recommandés, surtout chez nous, on a le PEV, le programme élargi de vaccination. Il y a des vaccins qui sont là pour prévenir les maladies comme la grippe. Dans un des vaccins, il y a l'hémophilus qu'on combat, qui est un virus. Mais les virus incriminés dans l'angine, ça ne va pas plus qu'une simple infection locale. En fait, les angines virales passent très vite. Elles passent vite. Il faut juste supporter les symptômes, soulager le malade, et puis ça passe. Par contre, les angines bactériennes, il faut les soigner. Et il n'y a pas de vaccin qui permettent de prévenir les angines bactériennes, non. Donc non, il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle qui préviennent les angines. Non. Docteur, est-ce que les enfants sont autant concernés par les angines virales que par les angines bactériennes? Parce que les complications post-infectieuses sont quand même graves. Est-ce qu'elles concernent également les bactéries, les angines bactériennes, les enfants? Bien sûr, bien entendu, les deux types d'angines prennent les enfants. Hein. Bien sûr, les enfants sont susceptibles de contracter les deux types d'angines, bien entendu. D'accord. On a l'habitude, on a vécu, on a vu des parents avoir recours à l'automédication. Des fois, on entend des discours du genre « Oh, il a juste mal à la gorge, je vais lui donner du citron. Oh, il s'est juste plaint d'une petite douleur. » Est-ce que les parents ont raison d'avoir recours à l'automédication? Parce que ce n'est qu'une angine, disent-ils. D'accord. Automédication sous-entend qu'il y a utilisation de médicaments, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, il n'est pas recommandé de procéder à l'automédication, surtout qu'on n'est pas sûr, on ne peut pas savoir de prime abord de quel type d'angine l'enfant souffre. Quand l'enfant a une fièvre, oui, on peut lui donner son paracétamol juste pour baisser la fièvre et aller tout de suite vers le médecin. Mais commencer à concocter des potions... Ou se rendre à la pharmacie direct, demander un médicament. Le souci, justement, c'est comme je vous disais, si on n'a pas fait un bon examen et on n'a pas posé un bon diagnostic, on ne peut pas savoir quel type d'angine on est en train de traiter. Oui. Donc, il est recommandé d'aller vers le médecin après avoir baissé la fièvre si l'enfant a fait une fièvre. Voilà, il faut s'arrêter à ça. Il faut être prudent, en fait. OK, à partir de quel moment il faut donc consulter? Et qui est-ce qu'il faut consulter, docteur? OK, dans les cas d'angine, comme je disais tout à l'heure, en cas de fièvre, si on a de quoi baisser la fièvre, on le fait et on va vers l'hôpital. En fait, toutefois où on a une douleur qui arrive de façon subite, une douleur de la gorge, des difficultés à avaler, l'enfant est fatigué, il perd l'appétit, il faut aller à l'hôpital. Il ne faut pas attendre. Parce que si on a en face de nous une angine bactérienne, on expose le petit aux complications. Donc, il faut aller tout de suite. Si on a un symptôme, comme mal de gorge, fatigue, l'enfant est mal, il y a un malaise général, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller consulter. Et qui est-ce qu'il faut consulter? On consulte un médecin généraliste d'abord. Voilà. Et maintenant, lorsqu'il a posé le diagnostic et qu'il se retrouve en face de complications, lui, à son niveau,
pourra référer vers un spécialiste, c'est-à-dire le pédiatre éventuellement ou l'infectiologue, en fonction de ce qu'il pourra suspecter comme diagnostic. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'examen de la gorge. Est-ce qu'un parent à la maison peut voir des signes d'angine juste en ouvrant la bouche de l'enfant? Est-ce que l'angine se manifeste d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des couleurs? Parce qu'en faisant cette émission, on a fait des recherches. On a vu des mots comme angine rouge, angine blanche. Est-ce que cela est visible à l'œil de quelqu'un comme moi qui n'est pas médecin forcément? Oui, vous êtes maman. Voilà, je suis maman, mais Voilà. pas médecin. Voilà. Oui, Tina. Oui, on peut voir des signes physiques de l'angine dans l'arrière-gorge du petit. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des angines rouges et on distingue l'angine rouge ou érythémateuse et l'angine blanche ou érythématopultacée. D'accord? C'est la présence érythématopultacée, c'est en plus de la rougeur, on a comme des taches grisâtres ou blanchâtres au fond de la gorge. Voilà. Donc oui, on peut observer ça, si la maman peut observer ça elle-même à la maison en examinant l'arrière-gorge du petit. Voilà. Bien sûr, on va parler du traitement. Hein. Tout à l'heure, on en parlait, Zobel a anticipé dessus. Il a parlé du traitement traditionnel, les vieilles recettes de grand-mère. Oui. Je ne sais pas si le docteur a envie de se prononcer parce qu'elle a réagi en disant non, c'est des vieilles recettes. Peut-être qu'elle n'a pas envie de gâter. Quel est le traitement adéquat de l'angine? Le traitement autant viral que bactérien. Bon, le traitement, c'est justement selon le type. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les angines virales, elles passent en quelques jours. Oui, on soulage juste les symptômes. On soulage le patient de sa douleur et d'une éventuelle fièvre. C'est tout, ça va passer. On peut en plus utiliser quelques désinfectants locaux, des pastilles, encore, c'est plus chez l'adulte, mais chez l'enfant, on baisse juste la fièvre et on diminue la douleur et ça passe. Oui. Par contre, dans les angines bactériennes, il faut poser le diagnostic. Sous d'autres cieux, il y a des méthodes de diagnostic rapide, c'est-à-dire on prend une sorte de coton-tige long qu'on appelle un écouvillon, on frotte dans l'arrière-gorge et on met un réactif qui nous permet de savoir si c'est bactérien ou viral. Et comme ça, on met le traitement approprié en place. Mais chez nous, il faut acheminer les prélèvements au laboratoire, il faut attendre que les résultats soient disponibles. Et pendant ce temps, il faut traiter symptomatiquement. Donc, il faut juste gérer les symptômes en attendant de savoir en face de quel type d'angine on se trouve. D'accord. C'est vrai que l'angine est héréditaire parce que j'en ai vraiment souffert dans mon enfance, que des fois j'ai peur pour mon petit garçon en fait. Je me dis, quand tu lis des articles, on te dit la maladie est contagieuse, héréditaire autant pour moi. Est-ce que mon fils a des risques d'avoir de faire des angines parce que j'en ai vraiment fait quand j'étais petite moi. Héréditaire, je dirais pas. Contagieuse, oui. D'accord. Héréditaire, voilà. D'accord. Parce que lorsqu'on parle d'hérédité, on suppose que c'est ancré dans le patrimoine génétique, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je peux souffler. C'est juste un problème d'hygiène. Voilà. Et les angines récidivistes, parlons-en. Ces angines-là qu'on soigne, qu'on repousse et qui reviennent. Est-ce à dire que l'hygiène de vie n'est pas toujours bonne ou alors c'est une maladie qu'on ne fait pas partir comme ça? Ok. Les angines récidivantes... Récidivantes, autant pour moi. Les angines récidivantes, en général, c'est souvent l'objet d'une prise en charge inadéquate. Soit le bon traitement n'a pas été mis en place, soit le traitement mis en place n'a pas été bien conduit. D'accord. Et dans ce cas, oui, voilà, on s'expose aux complications. Et dans les cas d'angines récidivantes, lorsqu'on finit par poser le diagnostic, on se dit, voilà un sujet qui a fait 3 angines en 1 an, 3 à 4 angines en 1 an, ou un sujet qui a fait 5 à 6 épisodes en 2 ans, on se dit, c'est un cas de récidive d'angine. Et là, il faut mettre un traitement antibiotique qui va éradiquer le germe, parlant du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. D'accord.
Il fallait me prévenir de venir avec mon dictionnaire aujourd'hui. Oh, on en reparle tout à l'heure. Streptocoque, mininigocoque. Oui, c'est le germe le plus incriminé en fait. D'accord. Voilà. Isabelle, pourquoi tu ris? C'est beaucoup de termes techniques. Bien sûr. On va bientôt s'arrêter pour une rubrique, docteur, qu'on appelle les petits génies. Mais avant, je vais faire un tour dans la cuisine pour aider Maman Elise un peu, pour voir si ça avance. Parce qu'aujourd'hui, comme on est malade, comme on a l'angine là, il faut qu'on mange ce qui est tendre. Ça me permet de vous poser la question de savoir quel est le régime alimentaire d'un enfant qui est sur traitement de l'angine, qui est sur traitement en tout cas, sous traitement, autant pour moi. Bon, déjà, il faudrait, pour parler du régime, il faudrait déjà parler du traitement en lui-même. Oui. Le traitement peut être médicamenteux ou alors on peut utiliser des mesures d'hygiène locale. Oui. L'utilisation des antiseptiques locaux, comme on a dit tout à l'heure. Mais pour ce qui est du régime, l'enfant a du mal à déglutir, à avaler. Donc, il faut pas lui donner du solide. D'accord? D'accord. Il ne faut pas lui donner du solide, il faut lui donner du liquide et du semi-liquide. Ça, c'est pour l'aider à se nourrir. D'accord? D'accord. C'est beaucoup plus ça. Et froid, on privilégie les aliments froids. Les aliments froids. Froid, oui. Mais les pommes, est-ce que ça va? Les pommes, c'est facile à avaler. Les pommes de Maman Elise. Bon, là, je crois que c'est vraiment, ça dépend du cas qu'on a en face de nous. Hein. Il y en a qui mangeraient, d'autres non. D'accord. Traitement médicamenteux, on peut donner des antibiotiques ou alors... Les antibiotiques dans les cas d'angine bactérienne, j'insiste. Okay. Parce que dans l'angine virale, l'antibiotique ne servirait à rien. Et il n'est même pas bon de donner systématiquement des antibiotiques parce que vous êtes en face d'une angine virale, vous donnez un antibiotique au patient, vous courez le risque qu'il développe une résistance à cet antibiotique. Donc, il pourrait se retrouver en face malade d'une pathologie qui pourrait être traitée par cet antibiotique, qu'il ne réagirait pas au traitement parce qu'on lui a donné des antibiotiques avant, comme des cacahuètes. Il ne faut pas le faire. D'accord. Il faut toujours consulter un... Oui, bien sûr. On apprend, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'avait pas encore tellement été sensibilisé sur la question, sur la maladie elle-même. Mais aujourd'hui, j'apprends beaucoup à partir du docteur. Et je crois que... Le jour où Max va te dire, papa, j'ai un peu mal ici, là. On saura ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, consulter. Consulter d'abord, savoir si c'est une angine ou pas. D'accord. Mon enfant a une angine, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le moment où on s'arrête pour aller regarder les petits génies. Et on vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer les vidéos, les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook de l'émission en tapant Sacrés Parents. On se retrouve juste après les petits génies. Votre enfant est atteint de la trisomie 21 et le quotidien se fait un peu lourd. Vous avez du mal à gérer ou alors vous vous en sortez plutôt bien. Vous êtes des parents très généreux et ne savez pas dire non à vos enfants. Ces derniers ont fini par dicter leurs lois. Vous êtes une jeune maman encore scolarisée et depuis votre accouchement, vous devez gérer les cours au collège ou au lycée et assurer votre rôle de mère, ce qui n'est pas évident tous les jours. La sexualité pour vous est un sujet tabou. En aucun cas, vous n'envisageriez d'en parler avec vos enfants, même si la société nouvelle vous le prescrit. Votre enfant est arrivé au monde prématurément et vous avez vécu un véritable calvaire émotionnel avant de pouvoir profiter pleinement de lui. Vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission? Contactez-nous via la page Facebook Sacrés Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt! Ton ami c'est qui? Pagbo. En 1969, là, ils l'ont mis en prison. Il a fait combien de temps en prison? Pour 10 semaines. Fait 2 semaines. Bon, maintenant ton ami Babo, là, il a été élu président en quelle année? En 2000. Qui est le président de la FIFA? Plater. Faut parler fort, hein? Plater. Qui a reçu Ballon d'Or africain 2006? C'est ton pâtissier. Qui est le secrétaire général de la francophonie? Duf.
Qui est le président de la Palestine? Abbas. Qui est le président de la Chine? Qui est le président des États-Unis? Bush. Qui est le président de... qui est le premier ministre israélien? Et Olmer. Maintenant, qui est le président du Conseil économique et social? Sologo. Qui est le président de l'Assemblée nationale? Mamadou Kobali. Qui est le président du PDCI? Président du RDR. Ado. Qui est le président de UDC? Ado. Qui est le maire de Cocody? Tomatagou. L'accord direct là, ça a eu lieu où? Avaga. Qui fut le facilitateur? Totoge. Compaoré, ok. Bon, maintenant, qui est le président du Bénin? Boni. Qui est le président du Zimbabwe? Le Mugabe. Qui est le président du Togo? Fayatigwe. Qui est le président de l'Union africaine, en même temps président du Ghana? Oufo. Qui est le président de la Libye? Kadhafi. Qui est le président du Cameroun? Babia. Qui est le président du Gabon? Bogo. Qui est le président du Sénégal? What? Ok. Parmi toutes ces personnalités que tu as citées là, qui est ton ami? C'est Gbagbo. Bon, sa femme s'appelle comment? Effectivement. Ok. Bon, maintenant, quelle est la devise de ton pays? Il y a 18 travail. C'était donc les petits génies. Il a une bonne mémoire, ce petit garçon, docteur. C'est impressionnant, hein? Même pas 2 ans. À peine 2 ans, peut-être 1 an et demi, Oui, voire 1 an. C'est impressionnant. Non seulement il a vite parlé, mais il retient bien. Oui, oui, une bonne capacité de rétention, quand même. C'est impressionnant, c'est bien. Il est un peu comme Max Ariel. Pourquoi tu dis ça doucement? Il est un peu comme Max. Ah bon? Max Ariel retient vite. Mais docteur... Moi, par contre, il me rappelle mon petit frère Joy, oui, qui à 5 ans récitait les capitales de quasiment tous les pays. À 5 ans? À 5 ans. Pour anecdote, à une époque, on faisait le recensement. Les agents de recensement arrivent à la maison. Oui. Et on lui demande, petit, tu sais ce que c'est le VIH, SIDA? Il dit, moi je ne connais pas le VIH, je connais juste les capitales des pays. Et on lui a posé des questions, la capitale de tel pays, voilà. Et voilà, coucou à Joy en passant. C'était un apprentissage, il apprenait, quelqu'un lui récitait les capitales ou alors... Je crois que les parents lui avaient offert une sorte de document avec des drapeaux et des capitales des pays et tout ça, voilà. D'accord. On va entrer dans la troisième et dernière partie de l'émission, Dr Gaël Biliga, et pour parler de prévention, si prévention il y a, comment on prévient l'angine? Quelles sont les mesures d'hygiène à prendre? Quel est le comportement des parents vis-à-vis des enfants pour prévenir l'angine? Le comportement idéal, bien sûr, vis-à-vis des enfants pour prévenir l'angine. Okay. Vu que l'angine se contracte par voie aérienne ou alors par contact interhumain. Ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'on est en face d'une personne qui est atteinte d'angine, on pourrait lui demander de se protéger. Ou si c'est nous-mêmes qui sommes atteints d'angine, on protège les narines pour ne pas contaminer les autres. Parce qu'en éternuant ou en toussant, voilà, les gouttes de salive qui se diffusent dans l'air peuvent contaminer. Et il faut éviter les baisers avec des personnes malades. Oui. Voilà, il faut bien se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Les objets utilisés en commun, il faut bien les nettoyer. Voilà. Donc, le papa de Max va réagir. Oui, j'ai une préoccupation encore. Oui. Ça, c'est les méthodes préventives peut-être pour les grandes personnes. Oui. Mais dans le cas des enfants, quand ils sont en train de jouer dans la cour, et qui se partagent presque les mêmes objets, les bonbons qui sortent de la bouche d'une personne, qui rentrent dans la bouche d'une autre personne. Finalement, comment est-ce qu'on va les maîtriser? Il faut veiller. vous veillez à ce que, voilà, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas ces échanges-là, voilà. Vous ne pouvez pas laisser les enfants espérer qu'ils... On pourrait ne pas toujours être là à côté quand ils sont en train de jouer. Notre rôle de parent, c'est aussi de veiller sur les enfants. C'est aussi ça, le rôle des sacrés parents, de s'arranger, peut-être de ne pas laisser l'enfant jouer s'il est malade, oui. Ou alors de ne pas le laisser jouer avec un enfant malade et tout. Donc, mais il faut bien essayer de faire comprendre aux uns aux autres, parce qu'il ne faut pas non plus stigmatiser le malade. Voilà. Il faut essayer de leur faire comprendre que ce contact étroit-là peut entraîner... il peut causer chez lui aussi un bobo. Il faut lui dire, chérie,
tu pourrais donner ton bobo. Tu vois, tu te sens mal, il ne faudrait pas que ton frère ou ta sœur se sentent aussi mal. Voilà. D'accord. Et vous lui expliquez que c'est juste pour une petite durée, le temps qu'ils se sentent mieux, et puis c'est tout. Il faut le rassurer. Et puis c'est tout, hein, Zobel. C'est tout. Voilà. Et tout. Maman Élise, est-ce qu'on peut parler de nos chères pommes, les pommes qu'on va manger très facilement avec notre mal de gorge, de toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés pour réaliser nos pommes sautées? Naturellement, on épluche la pomme. Oui, avec le couteau. Bien sûr, bien sûr. Avec un couteau normal, ordinaire, ou avec un couteau à pomme. Oui. Bon, mais moi, j'ai utilisé un couteau ordinaire. On épluche nos pommes, on les découpe. De toute façon, la recette d'aujourd'hui, j'ai coupé ces pommes en tranches. Les petites tranches, ce n'est pas des pommes entières. Et je les ai fait passer un peu à l'huile pour les raffermir. Vous verrez qu'elles seront plus fermes, plus que les pommes qui ont été bouillies à l'eau. D'accord. Et je fais maintenant mon poisson à part et une petite sauce avec les légumes que vous avez vus tout à l'heure. Miam. C'est bon, on peut manger là, tout à l'heure. Vous pouvez déjà manger dans 3 minutes. C'est long, hein, c'est long. Ce n'est pas long du tout. On ne va pas pouvoir attendre. On va terminer sur le traitement. C'est vrai qu'on a pratiquement fait le tour, sauf si j'ai oublié quelque chose, le docteur me dira. Sur le traitement, on a parlé des méthodes de prévention et tout. C'est vrai que quelques méthodes reviendront dans le traitement, mais un enfant qui est sous traitement, disons antibiotique, parce qu'il est victime d'une angine bactérienne, pas virale, comment est-ce qu'il doit être traité? Est-ce qu'il doit être mis à part? Comment on doit le traiter en tout cas? Un enfant qui est atteint d'angine bactérienne, il consulte le médecin qui pose le diagnostic et qui le met sous traitement antibiotique. L'isoler, je ne dirais pas, mais il faut essayer de le faire comprendre un petit peu, ou alors faire comprendre à l'entourage qu'il n'est pas bon qu'il y ait un contact étroit, surtout les baisers. Et le traitement dure de 6 à 10 jours. De 6 à 10 jours. En fonction de la molécule qu'on utilise, du type d'antibiotique qu'on utilise. En général, c'est des pénicillines et un autre antibiotique un autre type qu'on appelle les céphalosporines. Ou alors les macrolides. En général, c'est les 3 types de molécules qu'on utilise. Et en fonction du type de molécule, la durée peut varier. D'accord. Voilà. On va pas partir sans parler de la gravité même de la maladie, pour dire aux parents qu'il ne faut pas négliger l'angine, puisque vous avez parlé tout à l'heure de mauvais traitements ou de traitements mal conduits. Et on a également parlé des complications post-infectieuses. Est-ce qu'une angine mal traitée ou alors qui s'est compliquée peut mener à la mort? Oui, une angine maltraitée peut mener à la mort. Pourquoi? Tout à l'heure, on a parlé des complications cardiaques. Le cœur, c'est le principal moteur, c'est la principale pompe du sang. Oui. Alors, s'il y a une infection au niveau du cœur, vous vous doutez bien que la diffusion va être très facile et entraîner la mort. Donc oui, effectivement, une angine maltraitée peut se compliquer, infecter le cœur et entraîner le décès du malade. D'accord. Donc, il ne faut rien négliger, chers parents. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, mon enfant a une angine, c'est le thème du jour. Nous sommes avec le docteur Gaël, autant pour moi. C'est pareil, c'est la même personne. Gaël Biliga. On a donc parlé on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur l'angine. Ne négligez aucun symptôme de vos enfants. Soyez vigilants et en cas de doute, vaut mieux consulter, éviter l'automédication. Et aller au bout du traitement toujours. Et aller au bout du traitement. Parce que généralement, quand la douleur passe, on a tendance à dire « Ah, c'est fini, on laisse tomber ». En cas de récidive, ne vous dites pas « On m'avait prescrit tel médicament, je le reprends ». Repartez vers le médecin. D'accord. Voilà. Toujours repartir vers le médecin. D'accord. Un mot de fin, Zobel? Ça a été un plaisir d'être là dans le cadre de ce programme Sacrés Parents. Merci de l'invitation que vous m'avez faite, Tina. Mais sauf que le docteur, parmi ses méthodes préventives, elle a beaucoup insisté sur éviter trop de baisers. C'est pas pourquoi le docteur a quelque chose avec en tout cas. Ça veut dire que si Max est malade, comme tu l'aimes trop là, en général, les maladies virales,
Ça fait pas bon ménage avec des bisous. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, il a beaucoup souri au baiser. Donc, merci Tina, merci de m'avoir invité et c'est un bon moment que j'ai passé en votre compagnie, mais c'est avec le docteur également. Oui, on va prendre le mot de fin du docteur pendant que Maman Élise est en train de servir les pommes qu'on va manger tout à l'heure. Maman Élise, j'ai hâte. Hein? Oui. Voilà. Ok. Merci Tina pour l'invitation. Vous savez, la connaissance, c'est la chose... c'est l'une des rares choses qui ne diminue pas lorsqu'on la partage. Pour le peu que je connais, je suis heureuse de partager. Voilà, donc merci pour cette invitation. Pour ce moment passé ensemble, c'était très convivial. Maman Élise, merci pour les bonnes odeurs qui nous retrouvent ici. À tout à l'heure. Voilà, et hâte de nous revoir pour une prochaine édition. Voilà. Le plaisir était partagé, docteur Biliga. On va servir nos assiettes qu'on va dédicacer à nos téléspectateurs comme il est de coutume. Pommes sautées au poisson. Notre plat est prêt. On va rappeler aux parents qui ont écouté, qui ont regardé cette émission, de garder un œil très, très attentif sur leurs enfants, d'être très attentif aux moindres symptômes de maladie. Aujourd'hui, on parlait de l'angine. Aux moindres symptômes d'angine, de se rendre en consultation et de mener le traitement à son terme. C'est très important. Il ne faut rien négliger. Maman Élise, il n'y a pas le charbon ici dans la cuisine pour que je boive un peu avant de manger. Est-ce que tu as l'angine? J'ai mal à la gorge. On a dit de ne pas faire l'automédication. Bon, je peux au moins manger les pommes. Oui. Voilà, donc on va servir une assiette qu'on va présenter à nos chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous très prochainement, mais on n'oublie pas de remercier toute l'équipe technique derrière cette belle émission. Remercier notre invité Zobel, le papa de Max. Remercier le docteur Gaël Biliga qui était avec nous. Et bien sûr, vous remercier, chers téléspectateurs, de toujours nous rester fidèles. Bon, je tiens mon assiette, mais Maman Élise sert une autre assiette, ce n'est pas grave. Je vais prendre celle-ci que je vais vous présenter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de garder un œil sur vos enfants sacrés, parents pour des enfants sacrés.